Ok, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien et j'espère aussi que tout se passe pour le mieux pour vous. Ok, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'une notion essentielle, à savoir le protocole Ether-Channel. Donc, de manière simple, c'est quoi le protocole Ether-Channel? Il y en a du moins, qui connaissent bien ce protocole. À quoi sert le protocole Ether-Channel? Bon, pour mieux expliquer ces notions, je vais d'abord commencer par faire, faire un petit schéma pour mieux expliquer cette notion. Donc ici, par exemple, dessiner. Supposons que ça c'est un commutateur, ça c'est un second commutateur. Puis, je vais par exemple prendre certaines liaisons. Il met ici, ici, ici et ici. Voilà. Donc, supposons que ça c'est par exemple le commutateur S1, ça c'est S2. Maintenant, voici maintenant les différentes liaisons qui sont utilisées pour interconnecter nos deux commutateurs. Maintenant, c'est maintenant quoi la particularité de mettre toutes ces quatre liaisons à travers deux commutateurs. Donc, le principe est simple. Quand on branche de manière native, donc de manière simple, ces quatre liaisons sur un commutateur, qu'est-ce qui se passe? En arrière-plan, il y a un protocole appelé STP. STP pour Spanning Tree Protocol qui exécute l'algorithme STA. Voilà. Ça, ce n'est pas un cours réservé. Bon, ça, c'est pas un tutoriel pour STP. Donc, vu que STP intervient ici, on va devoir parler aussi un peu de ça. Donc, quand on branche quatre câbles comme ça, est-ce que les quatre liaisons fonctionnent tous en même temps? Est-ce que toutes ces liaisons fonctionnent en même temps? Donc, je réponds par la négation. Les quatre liaisons ne fonctionnent pas tous en même temps. Pourquoi? Parce que, par défaut, quand on branche quatre liaisons, le protocole Spanning Tree, d'accord, va faire certains calculs. D'accord? Il va faire certains calculs qu'on ne donnera pas pour l'instant parce que ce n'est pas ça l'objectif de ce cours. Il va faire un calcul en arrière-plan. Puis, vu que il autorise seulement une liaison entre le commutateur, qu'est-ce qu'il va faire? Supposons qu'il prenne par exemple cette première liaison-ci. Il autorise cette première liaison. Du coup, les autres liaisons-ci, qu'est-ce qu'il fera de ça? Ces liaisons seront comment? Bloquées. Et pourquoi est-ce qu'il bloque ces liaisons-là? Qui peut me dire pourquoi? Bon, c'est vrai que nous sommes en plein live. Bon. Comment est-ce que le commutateur bloque automatiquement ces trois autres ports? Puisque de manière physique, nous avons quatre liaisons, d'accord? Mais pourquoi est-ce qu'on bloque les quatre autres ports? C'est ça le véritable problème, d'accord? Parce que je vous explique d'abord ce qui se passe avant qu'on aille réellement dans la pratique, pour que je vous explique, pour que vous voyez terre à terre comment est-ce que ça fonctionne. C'est par rapport aux boucles, réseau. Mais les boucles qui se passent uniquement à quel niveau? Au niveau de la couche 2. D'accord? Uniquement au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Pourquoi est-ce qu'on parle d'abord de boucle? Parce qu'on parle de boucle, beaucoup de personnes ne comprendront pas pourquoi est-ce qu'on parle de boucle à ce niveau-ci. Regardez un peu. Nous avons vu, bon, c'est vrai qu'on n'a pas étudié ce protocole à la base. Donc, si par exemple j'ai un ordinateur ici, et si j'ai par exemple un autre ordinateur là. Si j'appelle ça par exemple PC1, ça c'est PC2. Si PC1 envoie une information à PC2,
D'accord? Il envoie l'information où? Vers le port d'entrée ici. Il envoie l'information à qui? À PC2. Donc ici, on suppose tout simplement que les 4 liaisons fonctionnent tous en même temps, de manière physique. D'accord? Dès que l'information va arriver sur le commutateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer à tous ces ports ici. Tous ces ports. Pourquoi? Parce que le commutateur, dans sa table CAM, ne connaît pas à qui est-ce que le paquet est destiné. Il ne connaît pas. Parce que au niveau de ces 4 ports, on n'a aucune adresse MAC qui est associée à ça. J'espère qu'on se comprend bien. D'accord? Parce que quand le PC envoie l'information, le PC connaît uniquement quoi? Son adresse IP source, IP destination et sa MAC source. Mais ce qu'il ne connaît pas, c'est quoi? C'est la MAC de destination. D'accord? Maintenant, vu que le commutateur ne connaît pas à qui est-ce qu'il va transférer la trame, tout en sachant que le PC en question n'a pas l'adresse MAC de destination du PC2 dans sa table, qu'est-ce qu'il va faire? De manière simple, le commutateur S1 va faire ce qu'on appelle une monodiffusion inconnue. D'accord? Vu qu'il ne connaît pas, en fait, je vais un peu vous expliquer ça de manière terre à terre. Supposons que vous partez par exemple dans une salle de classe ou même dans un amphithéâtre. On vous demande par exemple d'appeler l'élève, je vais prendre quel nom là, même Aboubakar. On prend par exemple l'élève qui s'appelle Aboubakar. On dit, pas dans tel amphi, appelle-moi l'étudiant Aboubakar. Maintenant, au niveau de l'amphi, vous voyez qu'il y a tellement de personnes. Or, physiquement, vous ne connaissez pas l'élève qui s'appelle Aboubakar. Comment est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler au hasard Aboubakar. Vous allez crier Aboubakar. Celui qui va savoir que c'est lui, Aboubakar, il va faire comment? Il va répondre. Mais c'est quand il va répondre maintenant qu'il va savoir que c'est lui qui est Aboubakar. Selon ça, maintenant, c'est que notre commutateur S1 fait. Il fait ce qu'on appelle la monodiffusion inconnue. Vu que la personne à qui la trame est destinée ne se trouve pas dans la table comme de qui? De notre commutateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait maintenant une monodiffusion inconnue. Donc, quand maintenant le commutateur, par exemple, quand PC1 va envoyer d'abord sa propre trame au niveau du port, supposons que ça c'est au port 1. Qu'est-ce que le commutateur va faire? Il va savoir que au niveau du port 1, on a par exemple un ordinateur comme ceci. Il sait qu'au niveau du port 1, on a ça là, c'est par exemple la MAC. Ça, c'est le numéro de port. Ici, par exemple, au niveau du port 1, d'accord, on a par exemple la MAC AA. Ça, c'est ce que la table CAM du commutateur voit. D'accord? Mais il voit bien que la trame qui doit être transférée, il ne connaît pas réellement à qui doit envoyer. C'est pour ça qu'il envoie maintenant cette monodiffusion inconnue. Et à quoi qu'est-ce qui déclenche maintenant cette monodiffusion inconnue? C'est le protocole ARP. D'accord? C'est ARP qui déclenche cette monodiffusion inconnue. Parce que le PC connaît l'adresse IP de destination, mais ne connaît pas son adresse MAC. C'est pour ça maintenant qu'on déclenche une monodiffusion inconnue. Du coup, toutes les trames là seront envoyées à qui? Sur toutes les 4 liaisons-ci. D'accord? Dès que ça arrive maintenant au niveau de S2, ici, parce que quand la monodiffusion se passe, ça envoie les trames là à tous les ports du commutateur, excepté le port d'entrée de la trame en question. D'accord? Donc, excepté le port 1. Il fait cette monodivision sur tous les autres ports, sauf le port d'entrée de la trame. Dès que S2 maintenant reçoit la trame, comment est-ce qu'il fait? De manière simple. S2 reçoit maintenant la trame. Puis, refait le même travail que l'autre. D'accord? Il diffuse aussi lui-même aussi les trames parce que lui-même, où est-ce qu'il est là? Il ne connaît pas à qui est-ce que la trame est destinée. D'accord? Puisque pour savoir vraiment à qui est-ce que la trame est destinée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi faire la même diffusion. D'accord? Il va faire la même diffusion. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire?
il va encore faire la monodiffusion à tous ces autres ports. Donc il va encore envoyer l'autre de ce côté-ci. D'accord? Il va envoyer l'autre ici. Il va envoyer l'autre ici. D'accord? Il va encore envoyer l'autre ici. Il va faire la même diffusion sur tous ces autres ports. Du coup, si quelqu'un, puisque quand il envoie la trame là, qu'est-ce qu'il fait? Quand il envoie la trame, il expose quoi? Il expose uniquement l'adresse IP de destination. D'accord? Du coup, quand celui-ci va maintenant voir l'adresse IP de destination, il va maintenant faire une comparaison avec son adresse IP source. Est-ce que les deux sont identiques? Si oui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant répondre avec quoi? Avec son adresse MAC source. D'accord? Du coup, au niveau de ce port, supposons que ça c'est le port 2 de S2. Dans sa table cas maintenant, il va maintenant aussi remplir ses propres informations. Il va par exemple remarquer qu'au niveau du port, pardon, ça c'est la MAC, ça c'est le port. Au niveau par exemple du port 2, d'accord, on a par exemple la MAC BB. J'ai dit n'importe quoi. Hein. On a la MAC BB. D'accord? Maintenant, le commutateur connaît déjà qui est branché au niveau du port 2 ici là. Bon, ça c'est le port 2, autant pour moi. Ça c'est par exemple le port 1. D'accord? Il sait qu'au niveau du port 2, on a l'adresse MAC BB. Du coup, on a déjà maintenant ce qu'on cherchait. D'accord? Puis, S2 maintenant fait comment? Vu que le PC2 a maintenant répondu avec son adresse MAC, il va renvoyer maintenant l'information qui à PC1. Puis PC1 va faire comment? Il va maintenant compléter la MAC de destination. D'accord? Dès qu'il va maintenant répondre, celui-ci va aussi profiter aussi pour faire quoi? Pour compléter aussi sa table cam. Puis on va maintenant envoyer maintenant de manière simple quoi, la trame à qui? Par exemple, la trame de départ à qui? À S2 ici. Pardon, à PC2. Ça c'est d'une part. D'accord? Maintenant, de l'autre part, vu que S2 a fait la même monodiffusion inconnue, d'accord? Il va encore faire la même monodiffusion à qui? À cette liaison-ci. Ici. Quand S1 va encore recevoir, il va encore faire la même monodiffusion inconnue. Ça va encore repartir comme ça là. Donc en fait, la trame va passer son temps à monter et descendre, monter, descendre, monter, descendre au niveau de cette liaison. Et qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer ce qu'on appelle une boucle réseau. Les trames vont passer tout le temps à monter, descendre, monter, descendre. Du coup, le réseau sera paralysé. D'accord? Ça sera complètement paralysé. Donc maintenant, pour empêcher maintenant ces boucles réseau, on a maintenant créé le protocole STP. On appelle encore Spanning Tree. Il permet à travers une élection, grâce à l'algorithme STA, de pouvoir bloquer certains ports du commutateur. Dans quel but? Pour empêcher les boucles au niveau de la couche 2. D'accord? Parce que les boucles au niveau de la couche 3 ne concernent pas les commutateurs, ça concerne uniquement les routeurs. D'accord? C'est ça donc le principe qui est caché derrière ça. Donc, vu que l'objectif pour nous c'est quoi? C'est de configurer le protocole Etherchannel. Donc, le fait de prendre maintenant toutes ces 4 liaisons-ci, d'accord? Vu que, supposons qu'en entreprise, on a par exemple, supposons qu'une liaison c'est par exemple 1 giga. D'accord? 1 gigabit. 1 gigabit par seconde. On aimerait par exemple que entre S1 et S2, que la bande passante soit au moins de 4 gigabits par seconde. D'accord? Quand on entend ça, on pense automatiquement à quoi? Au protocole Etherchannel. Donc, booster maintenant la bande passante, c'est quoi? C'est augmenter les liaisons physiques au niveau des deux commutateurs. Vu que on a le protocole STP qui va nous bloquer 3 liaisons, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Etherchannel va maintenant prendre toutes ces 4 liaisons physiques ici. Il prend maintenant toutes ces 4 liaisons physiques. Il va les rendre en quoi? En une seule liaison logique. Donc de manière physique, ça sera 4. Mais de manière logique, ça sera vu comme étant une seule liaison. Du coup, on va pouvoir maintenant multiplier la bande passante, d'accord? Pour pouvoir booster la rentabilité des différentes liaisons. Du coup, en cas de coupure d'une liaison, d'accord,
vu que la bande passante sera par exemple à 4 gigas, vu qu'une liaison aussi c'est 1 giga, ça va faire, on va faire 4 gigas moins 1. Ça va seulement rester 3. Donc ça ne va pas empêcher le trafic d'être acheminé de la source vers la destination. D'accord? Donc en cas de coupure d'une liaison, on aura seulement la bande passante qui sera baissée. Du coup, on comprend déjà qu'automatiquement, en mettant ces 4 liaisons, ça résout sur un problème de quoi? De redondance de liens. D'accord? Maintenant, c'est maintenant quoi la particularité de Etherchannel? C'est que Etherchannel, comme j'ai dit, c'est un protocole très particulier. D'accord? Et lui, il possède maintenant ses règles. Ici, deux liaisons de nature différente ne pourront jamais être couplées pour utiliser le protocole Etherchannel. Etherchannel fonctionne avec l'unicité, d'accord, ou l'unicité des interfaces. Si par exemple on a les interfaces giga et face Ethernet, soit on utilise seulement les gigas pour configurer Etherchannel, soit on utilise uniquement face Ethernet, pas les deux à la fois. On peut utiliser soit fast, soit gigabit. On ne peut pas jumeler gigabit et fast Ethernet pour créer une seule liaison logique. Pourquoi? Parce que les deux liaisons ne fonctionnent pas à la même vitesse. On sait que les fast Ethernet fonctionnent à 100 mégabits par seconde et les gigas c'est minimum à 1 gigabit par seconde. D'accord? Donc, comme deuxième remarque, Etherchannel est limité à 8 liaisons. À plus de 8 liaisons, Etherchannel ne fonctionne plus. D'accord? On doit toujours créer les groupes de ports de 8. Au maximum 8. D'accord? À plus de 8, ça ne marchera plus. Donc, si par exemple je viens ici là créer le groupe ici là, j'appelle ça par exemple le premier groupe 1, en associant les deux premiers ports, je vais créer un autre groupe ici là, en associant maintenant les deux autres ports. Comment est-ce que le commutateur, comment est-ce que le protocole STP va voir ça? Il va voir ça d'un très mauvais œil. D'accord? Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Vu que lui, il ne gère qu'une seule liaison logique, il va seulement prendre une des deux liaisons à travers les priorités des ports, les adresses MAC, tout ça là. Il va prendre une liaison, il va bloquer. D'accord? Un port sera en alternatif et l'autre sera en port routé, donc en forward. D'accord? Donc, c'est ça le protocole Etherchannel. Bon, c'est vrai que on n'a pas parlé de ça de fond encore, mais avant de configurer Etherchannel, je voulais d'abord expliquer tous ces préalables là. Donc, ici, on va maintenant se lancer vers la configuration. Donc, si vous avez des incompréhensions, vous pouvez toujours m'écrire au niveau dans la description, d'accord, au niveau des commentaires. Si vous voulez qu'on fasse vraiment une vidéo ou un tutoriel uniquement sur le protocole STP, on le fera, il n'y a pas de problème. Donc, dans ce cas, je vais d'abord effacer tout ça et on va maintenant passer à la pratique. Voilà. Donc, ici, je vais ouvrir tout simplement GNS3. Je vais prendre mes deux commutateurs ici, S1 et S2. Voilà. Il prend par exemple un PC client. Ici, il prend encore un autre. Donc, configurer seulement Etherchannel sans vraiment expliquer son fonctionnement ne serait pas judicieux pour vous de vraiment bien comprendre. Donc, ici, on va créer par exemple 4 liaisons entre les deux. C'est bien de bien reconnaître quoi, le nom des interfaces. Je mets ça comme ça en haut. Pourquoi on ne se trompe pas? Je crée maintenant ma deuxième liaison ici. Ça, c'est la troisième liaison. Puis, pardon.
quatrième liaison. Voilà. Voilà. Voilà les différents ports. D'accord? Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il peut même augmenter même cinquième liaison, hein, ça ne dérange pas. Cinquième liaison. Voilà. Maintenant, je démarre maintenant mes deux commutateurs. Avant de configurer, je vais d'abord vous montrer le protocole Spanning Tree. Vous allez voir que certaines liaisons ont été bloquées à travers le protocole STP. On patiente pendant que le commutateur démarre. Je peux déjà ouvrir ici. Voilà. Donc je vais agrandir le terminal. Ici, je fais la même chose. Donc, je viens d'abord sur S1. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape à commande show spanning tree summary. Non, show spanning tree. Voilà. Donc, il tape maintenant show spanning tree. Qu'est-ce qu'on me dit? Voici mes différents ports. D'accord? Voici les différents ports qui sont attribués à notre protocole Spanning Tree. Les voici ici. Et tous sont en mode forward. D'accord? Tous sont en mode forward. Je viens par exemple sur S2. Show Spanning Tree. Et ici, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ici, ils sont tous en mode désigné. D'accord? Désigné forward. Donc, quand ils sont maintenant dans ce mode-ci, eux, ils sont en mode de transfert. D'accord? Vous verrez ces différents modes quand on étudiera de manière beaucoup plus approfondie le protocole Spanning Tree. Ils sont tous en mode forward. Parce que dans Spanning Tree, on a 4 modes. D'accord? Le premier mode, c'est quoi? C'est le mode de blocage. D'accord? Deuxième mode, c'est le mode de learning, qui est le mode d'apprentissage. Puis, le troisième mode, c'est le mode. Il y a le learning, le listening. Il y a maintenant le mode d'écoute, qu'on appelle encore le listening. D'accord? Puis, encore le mode disabled. Donc, ce sont les 4 modes. Donc, ici, on voit quoi? Que tout est en mode forward. Ça veut dire qu'ils sont tous en mode transfert. Maintenant, si on part maintenant sur notre commutateur S2, qu'est-ce qu'on va maintenant remarquer? On va maintenant voir qu'on a les ports, on a beaucoup de ports qui sont en mode de blocage. On a par exemple le mode, on a ce port qui est en mode alternatif, alternatif et alternatif ici. D'accord? Puis on a d'autres qui sont en mode de transfert. Donc, ici, on va d'abord commencer par configurer notre protocole Ether Channel. Maintenant, pour maintenant se rassurer des différents ports qui sont branchés sur S1 et qui vont sur S2, qu'est-ce que je dois maintenant faire? Pour me rassurer, je dois taper la commande show cdp neighbor. C'est un protocole qui permet de connaître quel équipement est branché sur quel équipement et
on donne le nom de l'équipement en question. Donc, je viens ici, tape par exemple la commande show cdp neighbor. Ici, on me dit que S1 est branché sur S2 à travers les ports Ethernet 0/0 à 1/0. D'accord? C'est ça qui m'intéresse. Donc, pour ça, je fais qu'on fait conft. Pour configurer Ether Channel, je vais devoir sélectionner tous les 5 ports ici. Comment maintenant faire pour sélectionner 5 ports à la fois? C'est interface suivi du mot-clé range, puis Ethernet. Parce que le nom de l'interface, c'est quoi? C'est Ethernet. Ethernet, je mets E 0/0/3, d'accord? Puis virgule E 1/0. Je sélectionne tous les 5 ports. Puis, je crée maintenant mon premier groupe, c'est channel groupe, par exemple 1, puis mode. Ici, pour configurer Ether Channel, on a 3 modes. On a le mode, on a le protocole PAGP qui est propriétaire à Cisco. On a le protocole LACP qui est un protocole standard. On a le mode on. Donc si on met le point d'interrogation ici, on a active. Active, c'est pour qui? C'est pour le protocole LACP. Auto, c'est pour PAGP. Désirable, c'est PAGP. On, c'est pour le protocole Ether Channel. D'accord? Ça, c'est ni le mode LACP, ni le mode PAGP. Ça, c'est un mode à part qu'on appelle le mode on. Puis on a le mode passif. Le mode passif, c'est quoi? C'est une autre façon de configurer le protocole LACP. Donc, dans notre cas, nous souhaitons configurer le protocole PAGP. Donc, je vais mettre ça en mode désirable. D'accord? Donc, si je mets désirable sur ce premier groupement de ports et désirable sur ce deuxième groupement de ports, automatiquement, je vais activer le protocole PAGP. Donc, ici, je mets le mode désirable, puis je valide. Maintenant, pour que ça puisse laisser transférer les trames, il faut que je les mette en mode trunk. Et dit switch port trunk encapsulation .1q. Pourquoi est-ce que j'encapsule le protocole .1q? C'est parce que par défaut, sur le commutateur de couche 3, le protocole 802.1q n'est pas activé par défaut. D'accord? Mais sur le commutateur de couche 2, c'est activé par défaut, contrairement au commutateur de couche 3. Puis je mets switch port mode trunk. Voilà. Et on a terminé avec celui-ci. Maintenant, je viens sur le deuxième commutateur. Je fais la même chose. Je sélectionne les mêmes ports. Conft interface range Ethernet 0/0/3, puis Ethernet 1/0, puis channel groupe port 1, parce qu'ils doivent tous être dans le même groupe de ports. Parce que si je mets groupe port 1 ici là je mets 2, les deux ne pourront jamais communiquer ensemble. Donc groupe port 1, mode désirable aussi. Désirable. Ok. Maintenant, vu qu'ils sont déjà dans le mode désirable, je vais maintenant venir activer aussi le protocole trunk. Donc ici, c'est fait par exemple switch port mode trunk, ça va rejeter la commande. D'accord? Ça va rejeter automatiquement la commande. Je suis obligé d'abord d'activer l'encapsulation 802.1q comme c'est demandé ici. Je vais d'abord dire switch port trunk encapsulation .1q. Puis qu'est-ce que je vais maintenant dire? Je vais maintenant dire switch port mode trunk. Voilà. Ok. Ok, maintenant, pour maintenant voir tout ce qu'on a fait, je tape sur ma commande show Ether Channel summary. Qu'est-ce que ça me dit? Ça met SU.
S d'abord, c'est pourquoi? S c'est pour préciser que nous sommes au niveau de la couche 2. D'accord? S c'est pour layer 2. Puis U c'est quoi? Ça veut dire que c'est in use. Ça veut dire que ça fonctionnait sans problème. Parce que si ça mettait SD, ça veut dire que le port serait comment? Down. Du coup, on serait encore dans des problèmes. Donc, ici, notre port logique, maintenant, c'est quoi? C'est PO1. Donc, pour entrer maintenant dans les 4 ports ici, qu'est-ce que je vais faire? Je dois plus taper le interface range. Je tape seulement interface PO1. D'accord? Puis, je vais uniquement avoir accès à ça. Donc, je vais par exemple sur S1 ici. Si tu tape la même commande, ça va marcher. Show était channel summary. Vous voyez que c'est bon. D'accord? C'est limpide. Donc, si je viens par exemple ici, je branche ce PC. Je prends ce PC, je branche encore celui-ci. Si je leur donne maintenant des adresses IP, là par exemple la commande IP 192.168.10.1/24. Et ici, il vient donner par exemple la 10.2, 192.168.10.2/24. Ah, pardon, j'ai oublié la commande IP, autant pour moi. IP. Voilà, donc, c'est lance maintenant un ping. C'est là maintenant un ping de PC2 vers PC1. Là, par exemple, ping continue. Ping-T 192.168.10.1. Et je valide. Bon. T et pense à la fin. Voilà. Vous voyez que le ping passe très bien. Ping passe très bien. Donc, si je viens par exemple ici, je supprime un câble. Est-ce que les pings vont s'arrêter? Je prends un câble ici, je supprime. Est-ce que les pings s'arrêtent? Les pings ne vont pas normalement s'arrêter. Ça va relancer. On patiente. Lui ne veut plus carrément relancer. Donc, il fait CTRL C. Attendez un peu, je remets encore la liaison en question. La liaison remonte. Il va par exemple venir supprimer une autre liaison ici en bas, pardon, pour bien vérifier. Supprime cette liaison. La liaison ne passe plus. La communication ne passe plus. Si j'arrête un peu le ping et je relance, ça ne passe plus. Bon, personnellement, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ça devrait marcher normalement sans problème. Ça devrait normalement marcher sans problème. Bon, regardez un peu ce qu'on va faire. Parce qu'on ne doit pas quand même finir cette vidéo sans vraiment bien voir. Donc, bon, nous allons rentrer rapidement sur Packet Tracer. On va le faire très rapidement, hein, parce qu'on ne doit pas quand même rester sur notre fin. On doit le faire très vite. Ici, je prends aussi mes deux PC. Je vais les mettre là. Puis, je vais refaire le même câblage. Je vais mettre 5 liaisons toujours.
Voilà. Puis, je vais brancher maintenant mes deux machines clientes là. Ok. Donc, nous allons faire ça très rapidement. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur paquet tracer, on voit que 4 ports sont bloqués. D'accord? On a créé 5 ports. On a connecté 5 ports, mais on voit que 4 ports sont bloqués. Il y a seulement une liaison qui passe. D'accord? Ça, c'est dû au protocole Spanning Tree. Donc ici là, nous allons refaire la même chose. Parce qu'il faut que vous compreniez bien comment est-ce que cela fonctionne. Donc ici, on va configurer le PAGP. Et ça sera le groupe 1. Voilà. Ça sera le groupe 1 ici. Donc je vais maintenant sur le commutateur. On va faire ça très très rapidement. Enable conft, puis dit interface range face Ethernet 0/1 à 5. Puis justement quoi? Channel groupe 1, puis mode désirable, puisque c'est le PAGP qu'on veut configurer, mode désirable, puis dit switch port mode trunk. D'accord? Pourquoi est-ce que ici je mets seulement en mode trunk? C'est parce que nous sommes ici sur un commutateur de couche 2. Donc sur un commutateur de couche 2, on n'a pas besoin de mettre switch port encapsulation .1Q, parce que par défaut, lui, le mode encapsulation 802.1Q est activé par défaut. Donc c'est bon avec celui-ci. Il vient maintenant sur le deuxième commutateur ici. Normalement, à la fin de la configuration, tous les ports doivent être ouverts. Bon, c'est vrai que sur Packet Tracer, on voit ça beaucoup plus clairement par rapport à GNS3, mais ce n'est pas grave. Donc, enable ici, conft interface range fastnet 0/1 à 5, puis channel groupe 1 toujours, puis mode désirable, et je valide. Puis qu'est-ce qu'il fait? Je tape la commande switch port mode trunk et je valide. Donc ici, les ports là vont recommencer à faire le calcul. Dès qu'ils vont finir, ils vont tous passer en mode de transfert. Bon, mais on peut quand même accélérer ce travail-ci en cliquant là. Clique là. Vous voyez que tous les ports sont passés au vert. D'accord? Donc, si je vais maintenant ici, je vais par exemple adresser mes machines clientes. Parce que si je viens ici, par exemple, pour voir si ça marche, je tape commande show ether channel summary. Vous allez voir que ça a bien marché. Voilà tous les ports qui sont concernés. Voici le protocole qui a été configuré. Donc je viens par exemple ici, j'adresse mon PC. Donc par exemple 192.168.10.1, je mets le masque. Puis ici je mets la 10.2. 10.2, je viens là, puis je lance par exemple un ping de PC0 vers PC1. Je viens là, fait ping -t 192.168.10.2 et je balance. Vous voyez que le ping passe très bien. D'accord? Maintenant, rentrons encore essayer de supprimer une liaison voir. Donc, si je viens par exemple ici, je vais par exemple supprimer une liaison ici, supprimer n'importe quelle ici. Hein. Clique là. Je vais par exemple supprimer une liaison. Est-ce que les pings se sont arrêtés? Non, les pings passent toujours. Si je viens par exemple ici, je supprime encore les autres. Je supprime encore par exemple les autres liaisons ici. Je supprime. Je laisse même seulement une liaison. Est-ce que le ping va s'arrêter? Non, le ping ne s'arrête pas. Je ne connais pas ce qui s'est passé sur GNS3, mais la configuration c'est ça ici. D'accord? Je pense que bon, peut-être pour les prochaines vidéos sur
sur le protocole Ether Channel et Spanning Tree. Je pense que ça sera mieux qu'on le fasse plutôt sur Packet Tracer parce que je n'aime pas trop utiliser Packet Tracer, mais pour l'instant, bon, nous étions obligés. Donc, si je vais par exemple sur mon commutateur ici, tape par exemple commande show interface PO port channel 1. Je vais par exemple recueillir des informations sur notre port channel. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que la bande passante c'est de 600 mégabits par seconde. D'accord? 600 mégabits par seconde ici. Il est en half duplex. En temps normal, il devait être en full duplex. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis en half duplex. Donc, ici, nous allons essayer de remettre nos différentes liaisons. On va les remettre. 4 et 5. Voilà. On accélère. Voilà. Vous voyez que s'il vient encore mettre une 6e liaison ici, c'est que ça va bloquer le trafic. C'est que l'autre liaison sera bloquée. Parce qu'il ne fait pas partie des Ether Channel. Vous voyez, non? Ces liaisons ont été bloquées parce qu'il ne fait pas partie du groupe du PAGP. Donc si je rentre encore ici, que je retape encore ma commande, port 1, dans ma bande passante, j'ai combien? J'ai 5 liaisons. Normalement, je devais avoir 500 mégabits par seconde, mais on peut toujours venir ici la modifier. On peut toujours venir ici modifier le duplex. Faites par exemple conft, j'ai par exemple interface PO1, puis dit duplex full. Command available for fiber interface. Wow. Dommage, c'est pas grave. Donc voici comment est-ce qu'on configure le protocole Ether Channel. Vous voyez que c'est relativement simple, ça n'a rien de compliqué. Donc si vous avez des questions, je vous prie de me les poser en commentaire, puis on essaiera de faire encore faire des configurations beaucoup plus poussées, d'accord, pour mieux comprendre tout ce qu'on fait. Donc je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et désolé sur ce problème lié à GNS3. Je sais pas pourquoi ça s'est produit, vraiment je sais réellement pas pourquoi est-ce que ça s'est produit, mais je vais essayer de voir son problème. Donc merci de m'avoir suivi et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.